Chers internautateurs et chères internautatrices, bonjour et bienvenue pour ce Strip Track encore très particulier puisque nous allons parler de Spirou et Fantasio, donc la série et les séries mères et tout ce qui tourne autour, avec un invité, Sergi Honoré, bonjour. Bonjour. Directeur éditorial Directeur éditorial des éditions Dupuis, voilà. Et donc responsable, entre autres, de tout ce qui tourne autour de l'univers de Spirou. Et là, on parle bien de la série. Une série très particulière puisque elle est dans l'univers franco-belge spécifique. Elle a une spécificité, c'est que c'est la plus ancienne qui ait toujours été active depuis 1938. 55 albums, avec des reprises d'auteurs. On est pour moi un petit peu dans un univers, on sort un peu de l'univers franco-belge traditionnel. Quelque part, vraiment, en mettant les guillemets, on n'est pas loin d'une gestion à la Batman ou à la Superman, qui sont nés à peu près à la même époque, qui ont plusieurs auteurs, qui ont plusieurs séries. Spirou et Fantasio est la première série qui a eu autant d'auteurs à suivre en 80 ans, avec autant d'albums, et puis des séries parallèles, le Marsupilami, Zorglub, bientôt Champignac, les Spirou Par, les Spirou d'auteurs. Donc ça, c'est une... Est-ce qu'on peut considérer que c'est une licence ? Je ne sais pas si c'est une licence, au départ c'est un personnage, et c'est un personnage qui a été créé par Jean Dupuis, pour son journal qu'il voulait à destination de la jeunesse. Tout s'est fait par accident en fait. Jean Dupuis est allé chercher un dessinateur qui est Robvel, qui était français, mais très vite Robvel apparemment aurait sous-traité certaines des planches, et puis très vite la guerre arrivant, eh bien, il n'a plus pu transmettre ses planches aux éditions Dupuis, qui sont situées en Belgique, à Marcinelle. Ouais, lui était parisien, donc il a fallu trouver en interne un autre auteur qui pouvait reprendre le personnage phare. Il fallait Spirou toutes les semaines. Il fallait toutes les semaines avoir des aventures. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé. Puis c'est revenu à Robvel, puis c'est reparti à Joseph Gillin, à JG. C'est presque dans les gènes du personnage, c'est d'être transporté d'auteur en auteur, avec pour chaque auteur une vision bien particulière. JG n'avait pas la même vision de Spirou que Robvel. Franquin, malgré qu'il était, on va dire, le disciple de Joseph Gillin, n'a finalement plus eu la même vision non plus du personnage. Donc il y a cette vision mosaïque d'un personnage qui semble à la fois un peu creux, mais qui transporte des grandes valeurs de générosité, de bienveillance, de politesse, qui avait été définie par Jean Dupuis dès le départ, en fait. Il y a aussi tout un univers qui a été développé au fur et à mesure, qui a été énormément développé à l'époque de Franquin, puisque effectivement c'est Franquin qui a créé le plus de personnages secondaires qui vont continuer à être dans l'univers et sur lesquels on va faire des références. Donc on parle de Champignac, le comte et tout le village de Champignac, le maire, il y a Zorglub, Zantafio, tous ces personnages qui sont apparus sont restés dans l'univers et quelque part c'est là où on a à la fois l'apport des auteurs, enfin de l'auteur à chaque fois. Quel est le rôle de l'éditeur par rapport à ça ? Est-ce qu'il était un peu impliqué dans la direction des aventures ? Alors ça dépend parce qu'il y a deux histoires parallèles. Ouais. Il y a l'histoire parallèle des éditions Dupuis et des gens qui étaient là aux éditions Dupuis pour décider du sort du personnage. Ça va de Charles Dupuis à Philippe Van Doren, à Laurent Duvaux, à Benoît Fripia aujourd'hui et à d'autres. Et donc ça, c'est la succession des gens chez Dupuis qui ont pris en main le personnage. Et puis d'un autre côté, et c'est pas forcément le même timing, des auteurs qui se disent « Ah, moi j'en ai assez, je me fatigue », c'était le cas de Franquin. D'autres auteurs alors là c'est les éditions Dupuis qui disent « Bah finalement c'est peut-être pas ça qu'on veut pour Spirou ». Bref, c'est un foisonnement. C'est un foisonnement de rencontres et de choses un petit peu aléatoires. Il faut essayer de reconstruire chaque fois des histoires avec des auteurs qui sont là et qui s'intéressent aux personnages de Spirou aussi. Alors, je faisais tout à l'heure un parallèle avec les séries américaines. C'est vrai que contrairement aux grosses séries américaines qui ont le même historique, il n'y a pas véritablement de canon, on a l'impression, au niveau de Spirou. Les auteurs ont toujours eu quand même, et surtout récemment encore avec les différentes reprises, ont toujours eu une sorte de il n'y a pas de garde-fou, une grande liberté. Est-ce qu'il y a un cahier des charges ? Est-ce qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire ? On a l'impression que chacun peut faire un petit peu ce qu'il veut quand même. Alors,
chacun fait ce qu'il veut, mais il y a quand même un adoubement. Charles Dupuis, quand il a choisi le repreneur de Franquin, est allé vers Fournier, parce qu'il savait que Fournier n'allait pas non plus dévoyer le personnage. Philippe Van Doren, quand il l'a confié à Thomé Genry, il a fait confiance au talent des deux auteurs pour garder quand même la ligne du personnage, mais en y ajoutant sans doute une dose d'impertinence ou en tout cas de vouloir folie. contourner. Il y avait une sorte de folie. Il y avait une folie. Par exemple, on ne pouvait pas parler de sujets comme le racisme. D'accord. Pourtant, il y a eu un album dessus. Exactement. Donc, en fait, Philippe Thom, et c'est là l'intelligence du personnage aussi, s'est dit, il y a cet article-là, moi, ça m'amuse de le contourner. Donc, je vais le contourner d'une manière différente. C'est une invention. Donc voilà. Et ça a toujours été comme ça. Il a parlé de la mafia aussi. Il a parlé de tas de choses. Les auteurs ont chaque fois une vision du personnage, mais fondamentalement, ils ne changent pas tellement le personnage. Justement, c'est un groom. Voilà. Je ne sais pas très bien ce que c'est un groom aujourd'hui, Non. sauf que c'est un serviteur. C'est quelqu'un qui fait le bien, qui veut le bien des gens, en fait. C'est celui qui met à l'aise. Et donc, c'est celui qui est là pour servir. Spirou est resté toujours un personnage positif, généreux, bienveillant. Il y a une dose d'impertinence qui a été introduite, mais qui est plutôt introduite autour des personnages secondaires. Fantasio a toujours été voulu comme un personnage effectivement fantaisiste et qui est moins rigoureux que Spirou dans ses aspirations ou dans ses valeurs. Il peut être soupe au lait, il peut être égoïste. Donc voilà, les auteurs ont joué avec ça. Jusqu'à Munuera Morvan, grosso modo, on avait une sorte quand même de continu en termes d'espace-temps. On voyait le temps passer, les époques, parce que Spirou a toujours été un personnage de son époque. Il est toujours contemporain à sa propre époque. Fournier, on était vraiment dans les années 70. Franquin, on était plutôt dans les années 60. Munuera Morvan, on est vraiment dans les années 90-2000. Quelque part, on avait véritablement une continuité de l'histoire. Et puis à un moment, il y a une sorte de cassure où on voit deux duos d'auteurs qui font une sorte de reboot. Il y a le dernier Spirou de Thomé Genry, qui est effectivement très particulier, qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Je me rappelle très bien d'avoir lu. Il y avait les gens qui disaient tiens, il y a une nouvelle vision, et puis les gens qui disaient attention, on est en train de toucher à un canon qui n'était pas officiel, mais qui était quelque part sous-jacent dans un certain public. Et puis il y a aussi à la fin de Munuera Morvan qui a un peu brûlé les navires en disant voilà, maintenant place à la suite, mais on reboot un petit peu tout. Est-ce que cette vision du public, du lectorat que j'ai, est celle de l'éditeur ? C'est vrai que le public s'empare du personnage et il met aussi lui-même une part de ce qu'il a envie de mettre dans le personnage. Je pense que le meilleur exemple, c'est quand même Tintin et les Picaros. Donc Tintin porte des jeans plutôt que des pantalons de golf. Ça fait aussi couler beaucoup d'encre parce que, on va dire que le public est attaché à une certaine image du personnage. Mais on l'a vu aussi, Franquin, au départ, il dessine un groom avec les boutons dorés, et puis la dernière version, c'est il a un pull blanc et il a un blouson rouge à zipper, il lui reste le calot. Mais voilà, c'est ça, et c'est toute la difficulté. Moi, quand je vois le Spirou de Morvan et Munuera, qui a été beaucoup décrié parce qu'on introduisait le style manga, c'est aussi, à mon avis, un problème, ou en tout cas un combat de l'époque. C'était dans une bande dessinée dite franco-belge, on introduit des codes du manga. Ça, c'était un petit peu aussi quand même volontaire des auteurs, parce que moi, je me rappelle Bien très bien sûr. d'avoir discuté avec Morvan, je crois. Ils voulaient, comme ils adorent la série, pour eux, Spirou est une grande série et il fallait toujours pouvoir l'adapter au public jeune actuel, qui n'est pas le même. Le public évolue et les goûts du public évoluent. Leur objectif était quand même aussi de faire revenir le jeune lectorat, le lecteur de manga, vers Spirou. Mais je trouve qu'ils ont introduit quelque chose d'extrêmement moderne et qui a beaucoup de valeur par rapport à la série Spirou. Quand c'est sorti, il y a eu une espèce de surprise qui a été, pour les fans de la série, qui a été presque, c'est comme si on transformait leur personnage ou bien
qu'on reniait même des valeurs de la bande dessinée franco-belge, alors qu'ils y ont introduit quelque chose qui a beaucoup de sensibilité, de valeur, de modernité, et probablement et beaucoup de talent graphique aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Munuera, en fait, est un grand spécialiste de Spirou. Alors, il le manifeste aujourd'hui en dessinant Zorglub, mais c'est quelqu'un qui comprend Spirou presque de l'intérieur, tellement il l'a analysé, tellement il a été dedans. Juste pour en finir avec, continuer sur la série mère. Oui, il n'est pas question d'en finir. Non, au contraire. On va parler de l'avenir de la série, puisque on sait qu'il y a eu une communication qui a été faite. On sait que la série mère, officiellement en tant que Spirou et Fantasio, fait une pause avec les auteurs, mais Johan Evelman n'arrête pas Spirou. Ils font un nouveau Spirou, une nouvelle forme de Spirou. Alors, est-ce qu'on peut en avoir un peu plus d'éléments? On l'a déjà vu, puisque c'est déjà paru dans... Mais pour ceux qui n'ont pas encore lu le journal. Il faut lire le journal. Si vous n'êtes pas abonné au journal, faites attention. Mais c'est dans le journal que vous pouvez découvrir la nouvelle version, ou la nouvelle vision de Spirou par Johan Evelman. Et donc, ça s'appelle Super Groom. Et en fait, en discutant avec Johan Evelman, moi, ce que je voyais, c'était des auteurs qui se mettaient la pression, et une véritable pression, à être dans une forme de continuité par rapport à Tomé Genry, par rapport à Franquin principalement, et qui se disaient, il y a peut-être moyen d'aller plus loin si on peut vraiment se lâcher. Pendant quelques années, pendant 3 ans, on va se concentrer sur 2 choses. Super Groom, qui est une fantaisie où Johan Evelman apporte des choses, se lâche, raconte les histoires qu'ils ont envie de raconter sur c'est quoi être un super-héros aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, il y a le Spirou d'Émile Bravo, où Émile a vraiment recréé, on va dire, presque une cosmogonie du personnage. On sait qui il est avant qu'il soit Spirou, on sait quelle est la nature de ses relations avec Fantasio, avec le moustique, avec sa vie amoureuse. Mais aussi, il pose une question fondamentale qui n'est pas très éloignée de celle que pose Johan Evelman, eux dans la fantaisie et Émile plutôt dans un drame, qui est de dire aujourd'hui, c'est quoi être un héros? Je pense que c'est Émile Bravo qui le dit, Spirou, c'est comme des marionnettes, alors il ne faut pas trop les dévoyer, mais on peut raconter des histoires avec ces valeurs fondamentales de Spirou. Alors, est-ce que, là, tu parles d'Émile Bravo, qui est auteur de 2 Spirou Par, et on va avoir toute la suite, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, que je vous invite à voir si vous n'avez toujours pas vu l'interview d'Émile Bravo. Est-ce que la politique et les contraintes sont les mêmes pour des Spirou Par, des Spirou d'auteurs? Ça ne s'est pas situé au niveau des consignes. Je pense qu'il y a des auteurs, et comme Johan Evelman, qui se sont dit « Ah, on est dans la lignée de Tomé Genry, dans la lignée de Franquin ». Et effectivement, les Spirou Par, c'est-à-dire donnez votre vision de Spirou. Mais finalement, on s'est aperçu que Spirou, c'était toujours l'affaire d'un auteur, même une série mère. On s'est dit, il y a le Spirou de Franquin, il y a le Spirou de Tomé Genry, il y a le Spirou de Morvan et Munuera, il y a le Spirou de Gigé. En fait, Spirou a toujours été confié à des auteurs qui ont pu en faire à peu près ce qu'ils voulaient. En fait, il n'y a pas grande différence entre les Spirou 2 et le Spirou qu'on appelle la série mère. En fait, c'est toujours un auteur qui donne sa vision du personnage.